c'est comment se fixer des objectifs et les atteindre. Alors, je vais commencer par une série de questions auxquelles chacun va répondre personnellement. Ok? Vous allez répondre à ces questions personnellement. Vous allez répondre à ces questions personnellement. Donc, c'est une série de 5, 6, 7 questions. Je les pose et vous n'êtes pas obligé de noter, sinon on va prendre beaucoup de temps. Mais quand je pose des questions, si vous êtes rapide, vous notez la question parce que c'est un travail que vous pouvez faire plus tard. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous rappeler, parce que beaucoup de gens se posent des questions et les gens ne cessent de me poser la question. Les gens ne cessent de me poser la question. Pour ceux qui sont amis avec Ghislain Sonfo, TJ Sonfo sur Facebook, il y a cela 2 ou 3 semaines, nous avons posté une vidéo de mon passage sur Canal 2. Et c'était incroyable, il y a des gens qui appelaient, il y a des chefs d'entreprise qui ont partagé. Et je l'ai su parce que quelqu'un m'a appelé, il m'a dit comment est-ce que tu connais tel chef d'entreprise? Je ne le connais pas. Je lui ai dit mais il a partagé ta vidéo que tu as postée sur le canal, je ne sais pas. Il appelle le monsieur, il dit mais vous connaissez TJ Sonfo? Il dit moi je ne le connais pas. J'ai regardé sa vidéo sur le canal 2, j'ai dit waouh, dans ce pays il y a des gens qui peuvent le faire et il a posté. Alors, bon, la même question revient. Pourquoi vous faites des séminaires de motivation? Et ce ne sont pas des séminaires, ça je le dis sans présomption, en toute humilité. Ce ne sont pas des séminaires où on vient juste bavarder, entretenir les gens, depuis 2 heures, 3 heures, ils sont repartis. C'est des séminaires où vous apprenez au moins quelque chose qui peut pousser votre vie à la prochaine étape, même par 1 centime. Et pourquoi c'est gratuit? Et je donne la même réponse et je ne cesse de vous le rappeler ici. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on garde des choses en perspective, qu'on continue à savoir la consistance est la véritable mesure du succès. La consistance est la véritable mesure du succès. Quand vous voyez quelqu'un faire la même chose et croire en ce qu'il fait, même si cette chose n'a pas encore réussi, il est en train d'avoir du succès. Parce que les gens changent, les gens commencent des choses, après ils se disent ça va marcher. Ça commence à marcher, puis ça marche, puis ils arrêtent. Ils ne sont pas consistants parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Nous faisons ce que nous faisons depuis plus de 10 ans. Nous parlons de la même chose, entrepreneuriat stratégique, développement personnel, renforcement des capacités, création des richesses, éducation. C'est la même chose depuis des années et des années et des années. Et nous sommes consistants parce que nous croyons en l'avenir de ce que nous faisons. Hello. Nous croyons en l'avenir de ce que nous faisons. L'émergence est impossible sans le changement de mentalité. Oubliez. Que servirait-il à un peuple d'être développé sur les plans industriels et infrastructurels si ces populations qui sont censées être les garantes de ce développement n'ont pas le sens des valeurs? Ça, je répète ceci tout le temps et soyez sûrs, je vais le répéter au moins 2 ou 3 fois aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas dans une course d'exhibitionnisme d'information. Non, ce n'est pas pour exhiber la connaissance. Parce que si c'était pour exhiber la connaissance, on trouverait des plateformes encore plus sérieuses. Si c'était pour exhiber la connaissance, ça je vous le dis, je profite. Ne dites pas aux autres qui vont arriver que j'ai dit ça, s'il vous plaît. C'est entre nous, d'accord? Alors, si c'était une question de plateforme, non, on ne serait pas ici. Ceux qui regardent mes posts, dès que nous traversons les frontières nationales, c'est moi qui dis souvent aux gens, s'il vous plaît, moi je ne suis pas comme ça. Laissez venir à moi tout le monde. Je le dis, parce que c'est un protocole hors pair. C'est un protocole hors pair. C'est réception à l'aéroport avec une litanie, tout un cortège de 10, 20, 30 personnes qui sont venues attendre le docteur sont à l'aéroport. C'est hôtel combien d'étoiles, je ne sais même plus. Et c'est logé et c'est transporté par. Je ne peux même pas me permettre de prendre le bus, même si c'est un bus VIP, pour quitter d'une ville à une autre. Non, je suis obligé d'aller par. Même si je veux, on me dit non, you cannot. Je me suis assis un jour, j'ai compté en 2 ans, 2013, 2014, avant que je me décide de vraiment commencer à travailler dans mon propre pays, parce que la charité bien ordonnée commence. Je me suis assis, j'ai compté en 2 ans 42 vols. 42 vols nationaux et internationaux.
C'est-à-dire que dès que je traverse les frontières, partout où j'arrive, d'une ville à une autre, c'est pas bon. Même si je dis non, I just want to relax, I want to go by bus. Boss, no, not you. Et parfois, c'est moi qui l'ai dit. Pardon, écoutez, franchement, c'est à un moment. Parfois, ceux qui n'ont pas, quand vous n'avez pas beaucoup voyagé par avion, vous croyez que c'est un luxe. Non. Quand vous voyagez par avion, à un moment, vous allez comprendre que ça fatigue. Ça fatigue. J'ai reçu des invitations cette année à l'ESE, je suis fatigué je suis fatigué, ça me fatigue. Or, pour la petite histoire, la première fois où quand j'ai pris mon premier vol, c'était en 2007, j'allais soit à Lagos, soit au Maroc. Je suis allé à Casablanca et à Rabat pour des conférences. Tout premier vol, mais écoutez, j'étais tiré à 4 épingles. En fait, pas à 4, à 5 épingles. Parce que je me suis dit, mais je vais entrer dans l'avion. Mais écoutez, et puis j'arrive à l'aéroport, je trouve les gars en train de tirer leur petite mallette en culotte et cinglette sur les petits chinois, en train de, les gars sont assis quelque part à même les escaliers en attendant leur vol. Et je dis, mais est-ce que les gars s'ils sont conscients que c'est dans l'avion qu'ils vont entrer? Et dit, mais c'est pas possible, mais c'est l'avion. On va entrer dans l'avion. Il faut quand même s'habiller pour honorer l'avion. Et je vois des gars décontractés, juste un t-shirt, un pantalon, jean, une petite mallette, il est à l'aise. Il dit, mais ces gars, si je sais même pas si on va le permettre d'entrer dans l'avion. L'avion. Mais je suis surpris, je me rends compte que pendant que nous sommes en train d'entrer, mais c'est tout le monde qui entre, c'est tout le monde qui est accepté, et ainsi de suite. J'arrive, j'atterris de l'autre côté, et je trouve aussi des gens là-bas, simples, mono, décontractés, en train de poser. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc finalement, c'est moi qui était tiré à 4 épingles ici. Mais écoutez, la deuxième fois, j'ai mis en Samara, t-shirt, j'ai tiré ma mallette. Positif. Donc au début, là, vous avez l'impression que c'est un luxe, c'est aller par avion, c'est... Non, pas du tout. À un moment, ça fatigue. Et c'est plus un luxe. Ok? Mais là, nous avons pris la résolution d'investir dans notre propre pays. La dernière conférence où j'ai parlé à l'extérieur de ce pays, c'était à 5 à 7 000 personnes. 5 à 7 000, c'était posté, certains d'entre vous l'année passée, ma dernière grande sortie. 5 à 7 000 personnes. Et les mêmes personnes m'appellent quand ils sont faux. Est-ce que tu peux être désolé l'année prochaine? Elle me rappelle l'année prochaine, j'ai déjà un programme de 12 mois, chaque mois avec des personnes très spéciales ici. Ok, donc voilà la raison pour laquelle nous faisons ce programme. Ok, ça c'est toujours, c'est un rappel important pour nous. Important. Et permettez-nous de faire ce rappel tout le temps. C'est important pour nous de vous faire comprendre. Et c'est donc la raison pour laquelle, puisque la vision doit avancer, ok? Le rêve doit avancer. Le slogan de Diamond Center, c'est Beyond Your Dreams. Et le rêve peut être réalisé. Alors, il y a deux types d'économies. Il y a l'économie capitale. Généralement, il y a l'économie capitaliste et l'économie sociale. L'économie sociale, c'est un investissement. Ok, c'est un investissement. Donc, Diamond Center fait cette partie d'investissement. Et à côté, il y a des séminaires de coaching. Ok, nous avons fait juste un ou deux. Et nous avons ralenti les pédales juste pour mieux les structurer parce que nous croyons en l'excellence. Nous croyons en l'excellence. Suivez mon regard. Franchement, même le gars qui est en train de parler maintenant, vous le regardez, vous sentez que c'est un embodiment de l'excellence. Le mot était bon en anglais. Et tout ça, un embodiment. Heureusement que le Cameroun est parfaitement. Le son aussi, très bien. Ok? Donc, quand vous regardez autour, nous apprécions, nous aimons et nous encourageons, nous pratiquons l'excellence. Positif. Et nous ne sommes qu'en train de grandir. Imaginez quand nous serons alors grands, à quoi ça va ressembler. Ok? Parce que quand nous allons faire un travail pour Diamond Center, si ce n'est pas excellent, ce n'est pas Diamond Center. Regardez là, par exemple. Oh là là. Mais attendez. Ne me regardez pas comme ça. Si quelqu'un n'apprécie pas ta chose, apprécie-toi toi-même. Oui. Tu te regardes dans le miroir et tu dis je suis joli,
je suis belle, même si j'ai un gros nez, Dieu savait que j'aurais beaucoup travaillé et j'aurais besoin de beaucoup d'oxygène. C'est pour ça que moi, non, si vous l'appréciez pas, nous on apprécie, nous-mêmes nous sommes contents du sens de l'excellence que nous avons. À petite échelle, imaginez à leur grande échelle. Okay? Donc c'est pourquoi nous faisons ceci. Donc les séminaires de coaching, ils sont payants quand nous les organisons. Et quand nous travaillons dans les entreprises également, c'est payant naturellement. Quand les entreprises nous appellent pour faire des formations. Mais nous avons commencé juste l'année dernière, où je suis passé en 2015. Nous avons dit non, il faut que nous commençons à investir dans notre propre pays. Et nous avons commencé carrément à la base, à partir de rien. Donc lorsque nous parlons des rêves qui commencent à partir de rien, et qu'on vous raconte l'histoire de Bill Gates, on vous raconte l'histoire de Warren Buffett, on vous raconte l'histoire de Dangote, bon déjà que Dangote n'est pas parti à partir de rien, Dangote était un héritier de 3e génération. Le grand-père de Dangote était milliardaire. Je suis actuellement en train d'étudier sa biographie, c'est un livre de près de 550 pages, c'est posé sur ma table. J'étudie sa biographie. Je vous ai dit que j'étudie tous les hommes les plus riches du monde. Parce qu'ils sont en train d'occuper ma place, donc il faut que j'étudie. Ok. Donc lorsque nous racontons ces histoires sont peut-être tirées par les cheveux, mais il y a des histoires à côté de nous. Des gens qui sont en train de partir de rien. Et je vous ai fait une promesse la dernière fois pour ceux qui étaient là, qu'à un moment, nous allons commencer à inviter des jeunes entrepreneurs qui ont lancé des startups, qui ont déjà 2-3 ans et qui sont en train de réussir. Okay? J'ai fait une étude très profonde sur Artusan, le jeune Artusan qui a inventé le Kajupa. Et je suis en train de travailler à Artusan et à l'Intev. Je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux. Et le moment viendra. Nous voulons juste bâtir la plateforme positive, où ils viendront parler 15 minutes, 30 minutes pour nous dire comment ils sont partis de rien. Parce que qu'on vous dise, c'est une chose, mais que vous les entendez parler, c'en est une autre. Et si je prends juste le cas du Diamond Center, nous avons commencé ces séminaires comme j'étais là 2 ans, et nous avons commencé ces séminaires à partir de rien. Nous avons tout simplement dit aux gens, écoutez, venez apprendre, venez entendre, venez être motivés. Et beaucoup de gens qui venaient se disaient, non mais les motivateurs c'est à l'extérieur du pays qu'on en a souvent entendu parler, on n'en a pas beaucoup vu. Par exemple, on me demandait à Canada pourquoi est-ce que moi je me suis lancé dans un domaine qui n'est pas connu. Et j'ai dit, mais il faut bien que quelqu'un se lance. Parce que notre pays, je vous ai promis de vous dire ça plusieurs fois, c'est la deuxième fois, ne peut pas atteindre l'émergence. Repousser la vision en 2045, repousser en 2065, repousser en 3000, repousser en 3500. Tant qu'on ne travaille pas sur les mentalités des gens, il n'y aura jamais de changement. Tant que je ne comprends pas que la route qui est détériorée, ce n'est pas forcément Arab Contractor ou Razer sans publicité qui a mal fait la route. Ce n'est pas forcément le ministre des Transports qui a mal fait. Ce n'est pas forcément le ministre des Travaux publics qui a mal fait son travail. Mais c'est parce que moi, j'ai, permettez-moi le terme, déshabillé ma banane en route. Et quand j'ai fini de l'ingurgiter, je me suis fait le plaisir de déposer la peau au sol sans savoir que cette peau de banane a contribué à l'érosion et à la détérioration de la route. Donc, par la mauvaise gouvernance, ils ont peut-être détérioré la route de 30% en mangeant 30% du budget. Mais toi, en jetant tes pots d'arachide au sol, tu as détérioré de 10% et vous êtes tous responsables. Donc, chacun de nous est responsable de ce qui se passe là-bas dehors. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. C'est vous, c'est moi. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cette réalité, tant que nous ne prenons pas conscience de cette réalité, alors nous aurons toujours des problèmes pour nous sur place. Alors, comment se fixer des objectifs et les réaliser? Première question, avez-vous jamais assisté à un séminaire sur le thème comment se fixer des objectifs et les réaliser? J'ai dit ceux qui sont rapides parce que je vais quand même prendre quelques secondes pour attendre. Ils peuvent noter les questions parce qu'après vous pourrez faire un travail personnel même à la maison sur ce que nous avons discuté aujourd'hui. Donc, avez-vous jamais assisté à un séminaire sur le thème comment se fixer les objectifs et les atteindre? Si vous ne pouvez pas noter la question, vous notez juste la réponse, c'est pour vous-même. Forcément, vous allez vous souvenir. Ou vous notez la réponse à telle enseigne que ça puisse vous rappeler de la question. Par exemple, oui, j'ai déjà assisté à un séminaire sur ce thème. Okay? Deuxième question, avez-vous jamais lu un livre sur ce thème?
Avez-vous jamais lu un livre sur ce thème, sur le thème de la fixation et la réalisation des objectifs? Si oui, vous le dites, sinon vous le dites, c'est votre travail personnel. Troisième question, vous fixez-vous régulièrement des objectifs? Troisième question, vous fixez-vous régulièrement des objectifs? Alors, remarquez le mot régulièrement. Donc, s'il vous arrive de temps à autre de vous fixer des objectifs, mais pas régulièrement, alors la réponse c'est non. Parce que la question n'est pas vous. Faites-vous jamais fixer des objectifs? Ça, tout le monde forcément. Hein. Il y a un séminariste qui est arrivé ce matin avec ses enfants et il a dit à une personne qui ça les enfants, je suis sorti avec eux. Non. Et puis on leur a dit, non, les enfants, si vous apprendre comment se fixer des objectifs, les réaliser. Hello. Vous savez ces choses qu'on entend. Nous avons un projet que nous sommes en train de mettre sur pied par rapport à la révolution de la culture de la lecture. Pour ceux qui étaient au séminaire lecteur le jour du leader de demain, nous avons brièvement parlé de ce projet-là et il est vraiment en cours. Vous avez reçu ceux qui étaient là, ont reçu les ouvrages que nous distribuons encore. C'est dans le cadre de ce projet de la revalorisation de la culture de la lecture en Afrique. Et nous avons une vision que nous appelons la vision 10-10. La vision 10-10, c'est accroître le taux de lecture sur le continent en 10 ans. Ça, il faut le faire. Si vous ne prenez pas une pause, cette vision aura l'air d'être une simple vision pour vous. Mais ce n'est pas une simple vision. Enfin, quand je dis simple, je ne parle pas en termes de teneur, je veux dire en termes de volume. La teneur, bien sûr que ce n'est pas une simple vision que de révolutionner la lecture, la culture de la lecture. Mais en termes de volume, augmenter quoi que ce soit d'1%, ce n'est pas facile. Quand on vous dit les activités d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'un tel secteur ou d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation ont contribué à réduire la pauvreté d'1% ou d'augmenter le chômage d'1%, ça c'est énorme. Donc quand on parle de révolutionner la culture de la lecture de 10% en 10 ans, il faut comprendre que ça il faut le faire. C'est pourquoi le projet, nous sommes en train de travailler. Tout ce que nous faisons dans distribuer les livres, parler de la lecture, faire des séminaires. Cette année, on aura un séminaire encore sur la lecture, tout ça. On va faire un an sans séminaire sur la lecture, c'est possible. Hello, il y a du positif. Donc, on pas, quel que soit ce qu'on dit, quels que soient les séminaires que nous faisons. Okay? Maintenant, nous travaillons sur notre système par rapport à l'éducation financière en milieu primaire et secondaire. Donc pour vous qui avez des écoles, qui avez des institutions académiques et autres, pensez-y et vous pouvez nous contacter. Pourquoi? Parce que l'enfant qui apprend déjà la gestion financière, pas la gestion financière telle qu'elle est enseignée sur le plan professionnel dans nos grandes écoles du niveau tertiaire, mais la gestion financière au niveau basique. Et l'enfant, le même enfant qui apprend 1 plus 1 égale 2, le même enfant, lorsqu'on lui dit 5 plus 1 égale 10, on lui fait un autre cours où on ajoute seulement franc devant. C'est le même 5 plus 5 égale 10, mais cette fois on ajoute franc. 5 francs plus 5 francs égale 10 francs. Et l'enfant commence à apprendre les valeurs fondamentales de l'éducation financière. L'épargne, l'investissement. On peut commencer à investir à l'âge de 8 ans. On peut commencer à enseigner à nos enfants. On peut ajouter ces modules dans nos curricula académiques. Imaginez, je vous jette ça comme ça. Imaginez une école qui a à l'intérieur d'elle, dans son sein, j'ouvre le petit fenêtre du projet pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Ok? Et l'importance. Imaginez une école, une institution académique qui a en son sein pas forcément une microfinance, mais une institution qui permet aux enfants d'un certain niveau de pouvoir épargner chaque jour, chaque semaine. L'enfant vient avec 100 francs, c'est 200, c'est 300. Et on lui dit ici, on peut épargner 25 francs. Et l'enfant jette ses 25. Chaque jour, quand il peut, il jette, puisqu'on l'encourage. Et on en parle chaque fois à l'époque, il jette. Chaque fois qu'il peut, il jette. Imaginez à la fin d'un trimestre. Imaginez à la fin d'année. Ce n'est pas le volume qu'il aura épargné qui est important, mais c'est la culture de l'épargne qu'il aura acquise qui est importante. Positif. Ce n'est pas le volume. Parce que faites 25 francs fois 5, ça fait combien? 125. Fois 4, ça fait combien? 500. D'accord? En un mois, 500 francs. En 3 mois, ça fait combien?
1500. Et en 9 mois, supposons qu'il y a une constance, est-ce que ça fait? Si en 9 mois ça fait 500, en 9 mois ça va faire combien? D'accord. Il a moins de 5000, c'est 4500 francs. Mais écoutez, ce n'est pas ça qui est important. C'est la culture qu'il aura apprise, qu'il aura développée qui est importante. Parce que avant que cet enfant qui a commencé à le faire en classe de, je ne sais pas, ou élémentaire 2, ou alors si c'est au secondaire, en classe de 6e, il a commencé à le faire et il se dit, ça c'est mon épargne jusqu'en classe de terminale. Faites maintenant x7 et voyez ce que cet enfant aura. C'est toujours pas le montant qui sera important ici. Parce qu'ici, ce qui serait important, c'est qu'avant que cet enfant ait son bac et n'entre soit au niveau tertiaire académique ou dans la vie active, il aura appris une valeur qu'il pouvait passer toute la vie sur la terre et ne jamais apprendre s'il s'était pris autrement. Voilà par exemple un brin, une ouverture de ce projet. Et nous allons le faire. Parce que nous le faisons déjà. Imaginez une compétition d'épargne des pièces. Vous savez, il y a des gens qui n'utilisent pas les pièces. Hein? C'est-à-dire que dès que 10 000 est changé, le reste là, il jette quelque part. Soit ce sera les enfants, soit c'est sa femme qui va ramasser pour aller quelque part, soit pour des petits trucs. Lui, dès que 10 000 francs est changé, il dépose. D'accord? Et comme je sais que tous ici allez bientôt entrer dans cette alors, ça veut dire que très bientôt, vous n'allez plus utiliser les pièces. Mais vous serez obligé toujours d'avoir les pièces avec vous. Parce que quand vous changez, vous avez, oui, même si vous allez, à moins que vous n'alliez en jet, parce que le jet ne se dépose pas partout en ville. Le parking là-bas, vous allez payer soit par mois, soit par an. Mais votre voiture, même si vous avez une quoi? Jaguar. Infiniti. Brabus. Hein? Brabus. Vous entendez? Vous entendez les Brabus, Lexus, Calcus, Motus. Hein? Vous avez toutes les voitures là. Chrysler, Lamborghini, Touareg, Porsche, Ferrari. Mais attends. Vous avez tout ça, Infiniti, dernier cri, QX74 et tout le reste. Quel que soit le cas, n'est-ce pas, il va vous arriver de garer. Oui, vous n'allez pas quand même voler en l'air avec votre... D'accord? Quand vous garez là, les enfants de 10 000 vont vous visiter et c'est pas avec 10 000 qu'on paye là où on garde là-bas. C'est 100 francs. Donc, quel que soit le cas, vous avez toujours besoin de pièces. Mais maintenant, quand vous changez votre 10 000 et que vous avez ces pièces qui restent, une compétition, ça c'est un autre bref. Je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Mais vous savez, c'est ça aussi la motivation. C'est une énergie, d'accord? On se retrouve et il y a une énergie qui coule. Alors, nous, il y a un brin qui est l'année des pièces. À la fin, le jour des pièces. À la fin de l'année, 100 francs, 500 francs. Les personnes qui sont dans ce projet se retrouvent. Chacun a son... Vous vous souvenez des caisses, les bonnes habitudes qu'on a jetées. Parce qu'en rêvant grand, on oublie de commencer petit. Et vous savez que dans nos séminaires Penser grand, on finit toujours par ce qu'on appelle la combinaison prodigieuse entre penser grand et agir grand. Penser grand et commencer petit. Si nous ne serions pas ici, nous serions en train de chercher déjà une salle de 2000 personnes, mais nous savons qu'il y a un processus, d'accord? Ok? Alors, j'ai mes pièces et en fin de journée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Fin de journée, qu'est-ce que je fais? Je jette. J'attends ce jour, en fin d'année, où nous nous retrouvons tous. Chacun vient avec sa caisse. On la casse là. Chacun compte. Et celui qui a gardé le plus grand nombre de pièces a un prix. Et toutes ces pièces sont versées et redonnées dans le zéro qualitatif. Positif. C'est une question de culture. C'est une question de développement. Ok. Alors, quels sont les trois domaines majeurs dans lesquels il vous est plus facile de vous fixer des objectifs? Quels sont les trois domaines majeurs dans lesquels il vous est plus facile de vous fixer des objectifs familiales, académiques, professionnels, spirituels, religieux, financiers, personnels, relationnels, quel que soit le domaine, vous pouvez les noter. Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs pour l'année en cours? Et à votre avis, quels sont les trois obstacles majeurs à la fixation des objectifs?
et quels sont les 3 obstacles majeurs à la réalisation des objectifs. Parce que la fixation des objectifs, comme on le voit, c'est une chose et la réalisation c'en est une autre. Alors rapidement, nous allons nous centrer sur 2 parties principales, la fixation des objectifs, nous parlons de l'importance des obstacles des principes et la réalisation des objectifs, les obstacles, les caractéristiques et probablement, la loi de Pareto. Tout le monde recherche le bonheur. Et la recherche du bonheur ou la recherche de la grandeur est une quête latente dans le cœur de l'homme. Mais fort est de constater qu'une très faible poignée de personnes parviennent à atteindre le bonheur tel qu'elles le recherchent. Or, atteindre le bonheur ou la grandeur passe par un mécanisme constitué de plusieurs facteurs. Et l'un de ces facteurs est la fixation des objectifs. Alors, des statistiques vérifiées montrent que moins de 5% de personnes vivent avec des objectifs déjà fixés. Or, il est vrai, comme le disait un sage, que ce qui nous motive réellement, ce n'est pas la possession, mais l'anticipation. Est-ce qu'on peut répéter ça? Ce qui nous motive réellement, ce n'est pas la possession, mais c'est l'anticipation. Une fois de plus, ce qui nous motive véritablement, ce n'est pas la possession, mais c'est l'anticipation. Or, l'anticipation est impossible sans la fixation des objectifs à poursuivre. Donc, le fait de se fixer des objectifs développe notre génie de manière plus considérable que le simple fait de posséder des choses. Ok? Maintenant, très rapidement, avant de définir ce que c'est qu'un objectif, nous voulons commencer par voir l'importance des objectifs. Et en parlant de ce qu'un objectif n'est pas, parce qu'une façon de découvrir ce que quelque chose est, peut être de trouver ce qu'elle n'est pas. Alors, rapidement, un objectif n'est pas une résolution. Et je crois que ceux qui sont assez attentifs seront capables de comprendre l'une des raisons pour lesquelles nous nous fixons des objectifs que nous ne parvenons pas à atteindre. Parce que nous ne comprenons déjà pas ce que c'est qu'un objectif. Combien d'entre vous ont entendu parler de New Year Resolutions? New Year Resolutions, ok? Les résolutions de nouvel an, chaque année on se dit cette année. Mais maintenant on comprend qu'un objectif n'est pas une résolution. Tout le monde? Un objectif n'est pas une résolution. Alors, généralement, le constat est assez alarmant. Hein? On se retrouve dans ce cercle vicieux et on confond résolution et objectif. Alors, une résolution est tout simplement un engagement à faire ou à ne pas faire quelque chose conditionné par un désir de créer un changement. Voilà ce que c'est qu'une résolution. C'est un engagement à faire ou à ne pas faire quelque chose qui est conditionné par un désir de créer un changement. Or, un objectif ne se résume pas à un simple engagement. Notez ceci donc. Une résolution est un engagement, tout simplement. Or, un objectif, c'est plus qu'un engagement. Deuxièmement, un objectif n'est pas un souhait. Est-ce que vous voyez ça? New Year Resolutions. Il a écrit toutes ces résolutions de la nouvelle année. Mais en fin d'année, il est désemparé, il est désorienté. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces résolutions ne s'est accomplie. Deuxièmement, un objectif n'est pas un souhait. Tout le monde dit un souhait. Est-ce que vous pouvez lire le souhait de ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a? D'accord? Lui, il va bicyclette. Et il regarde le monsieur qui va dans ça. Et il regarde et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? If only I could afford a car. If only I could afford a car. Combien d'entre nous traversent le voyage de la vie juste avec des souhaits et pas d'objectifs? Si seulement je pouvais construire une école, si seulement je pouvais avoir de l'argent, si seulement, et généralement on fait aïe, si j'avais, et à force de te frapper le doigt, quelque chose risque d'arriver au doigt, s'il te plaît. Parce que la vie ne se bâtit pas sur des souhaits. En anglais, on dit if wishes were horses, all beggars would ride. All beggars would ride. If wishes were horses, all beggars would ride.
si les souhaits étaient des chevaux, tous les mendiants iraient à cheval. Malheureusement, les souhaits ne sont pas des chevaux. Qui a dit positif? Positif. Donc, un objectif n'est pas un souhait. Troisièmement, alors regardons rapidement maintenant, qu'est-ce que c'est donc un objectif? Parce que c'est important. Un souhait, c'est comme une prière faite dans l'espoir d'un éventuel exaucement. D'accord? Un souhait, c'est quoi? Une prière faite dans l'espoir d'un éventuel exaucement. Si seulement je pouvais avoir de l'argent, je construirais une école. Il faut qu'au sortir de ce séminaire de motivation, que quelqu'un fasse qu'il y ait une transition vectorielle de vecteurs D, qui veut dire différence, dans la pensée de quelqu'un, entre vos deux oreilles et entre vos deux épaules, qui vous fait comprendre qu'un souhait n'est pas un objectif et un objectif n'est pas un souhait. Ça veut dire qu'il faut cesser de dire, si seulement j'avais de l'argent, je construirais une école. Ok? Mais il faut plutôt se fixer pour objectif de construire une école. Alors, donc qu'est-ce qu'un objectif? Qu'est-ce que cette image vous amène à l'esprit? Simplement, un objectif est un état final qu'on veut atteindre, tout le monde, s'il vous plaît. Un objectif est un état final qu'on veut atteindre. Une fois de plus. Un objectif est un état final qu'on veut atteindre. Un objectif est un état final qu'on veut atteindre. C'est aussi le résultat attendu à la fin d'un processus. Un objectif, c'est le résultat attendu. Alors, quand vous dites, si seulement j'avais de l'argent, je construirais une école, est-ce qu'il y a un résultat que vous voulez atteindre à ce moment-là? Non. Parce que ce n'est pas précis, ce n'est pas spécifié. Et maintenant, ce processus implique trois facteurs. Ok? C'est un résultat attendu à la fin d'un processus. Et ce processus implique combien de facteurs? Trois facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle, c'est le facteur quoi. Et le quoi ici, il s'agit de ce que l'on veut atteindre. Ce que l'on veut atteindre. Deuxièmement, que tout le monde dise quoi? Deuxièmement, il s'agit du quand. Que tout le monde dise quand. Donc, il y a un quoi et il y a un quand. Le quand, c'est le temps fixé pour l'atteindre. Quand est-ce que je veux atteindre cette fin? Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif? Et troisièmement, il y a le comment. Et le comment, il s'agit du processus par lequel on veut l'atteindre. Donc, on fait un récapitulatif rapide. Un objectif est donc le résultat attendu à la fin d'un processus qui implique trois facteurs. Ça veut dire, je peux avoir un test personnel qui me fait comprendre si ce que j'ai écrit est un objectif ou si c'est seulement une résolution ou si c'est seulement un souhait. Merci. Alors, donc il y a trois facteurs dans l'objectif. Le premier facteur, c'est le quoi. Il s'agit de ce que je veux atteindre. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux réaliser cette année? Sur les différents plans. Sur le plan marital, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Vous êtes un chrétien, vous avez une foi et vous voulez grandir votre foi sur le plan spirituel. Vous avez une famille et vous souhaitez que votre famille soit établie et soit forte. Mais vous savez que vous ne devez pas vous arrêter à un souhait. Alors je ne vais pas juste m'arrêter, je souhaite avoir une famille idéale, une famille merveilleuse. Non, mais il y a quelque chose de précis que vous voulez atteindre. Et à côté de cette question, quoi, il y a le quand. Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif financier? À quel moment précis? Et il y a le comment. Comment est-ce que je vais m'y prendre? C'est le processus par lequel on veut l'atteindre. Hello? Voilà donc ce que c'est qu'un objectif. C'est soit un état final qu'on veut atteindre, ou alors c'est le résultat attendu à la fin d'un processus. Et ce processus implique trois facteurs principaux, le quoi, le quand et le comment. Tout le monde? Le quoi, le quand et le comment. Une fois de plus, le quoi, le quand et le comment.
Alors, parlons rapidement maintenant de l'importance de la fixation des objectifs. Pourquoi est-il important de se fixer des objectifs? Premièrement, la fixation des objectifs vous permet de faire la différence entre activité et productivité. Important. La fixation des objectifs me permet de faire la différence entre activité et productivité. Alors, très souvent, on confond les deux. On se dit que parce qu'on est en activité, on a forcément de la productivité. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez être impliqué dans une activité très intense, mais avoir une productivité qui n'est pas équivalente à la qualité, à la magnitude de l'activité que vous investissez. Qui comprend ça? Donc, activité n'est pas toujours synonyme de productivité. Tout le monde. Activité n'est pas toujours synonyme de productivité. Oui, je vais vous faire répéter, ça vous permet, de rester à live, ok? Permettez mes anglicismes, nous sommes au Cameroun, permettez-moi ça. Permettez-moi d'être à l'aise. Donc, quand c'est à live qui sort, vous prenez. Qui a dit positif? Alors, activité n'est pas toujours synonyme de productivité. Je peux être actif et sans être productif. En fait, je peux être actif et être contre-productif. Parce que si mon activité ne vibre pas au même diapason que mon objectif, je ne suis pas seulement non productif, je suis contre-productif. Et vous connaissez la différence entre la non-productivité et la contre-productivité. La non-productivité, c'est l'absence des résultats. La contre-productivité, c'est l'obstacle au résultat. Et vous êtes plutôt en rendement dégressif. Ok? Donc, je peux être en activité sans être dans la productivité. Mais comment est-ce que j'évite dans cet amalgame? C'est en me fixant des objectifs, en définissant le quoi, le quand et le comment. Quand j'ai défini ces trois facteurs, pendant que je suis dans l'activité, je suis conscient de ma productivité ou de ma non-productivité ou de ma contre-productivité. Alors, donc, un objectif, c'est important de se fixer aussi parce que ça nous permet de faire la différence entre activité et productivité. Deuxièmement, se fixer des objectifs nous permet de cesser de compter le temps et de commencer à le faire compter. J'aurais voulu demander qui comprend ça et passer le micro. Il y a une différence entre compter le temps et faire compter le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah oui, il y a une différence entre compter le temps et faire compter le temps. Est-ce que vous savez qu'on peut faire 8 heures de temps au travail sans faire 8 heures de travail? On peut faire 8 heures de temps au travail sans faire 8 heures de travail. Ça veut dire que, écoutez bien, je mets 8 heures de temps au travail, mais je n'ai pas mis 8 heures de travail dans le temps. Je mets 8 heures de temps au travail, mais je ne mets pas 8 heures de travail dans ces 8 heures. Donc j'ai mis du temps au travail, mais je n'ai pas mis du travail dans le temps. Positif. Et il y a une différence entre les deux. Donc, mais quand je me fixe des objectifs, ce problème est totalement réglé. Parce que je peux maintenant faire la différence entre compter le temps et faire compter le temps. En fait, faire compter le temps veut dire donner au temps sa valeur. Si j'ai fait 8 heures de temps, est-ce que les 8 heures de temps valent leur pesant d'or? C'est ça. Faire compter le temps, je peux compter. Je suis allé à la Société pour faire enregistrer l'un de mes ouvrages. Et quand je suis arrivé, il y a une dame qui essayait de regarder si mon nom était sur la base de données. Bon, c'est juste une histoire. Et puis, il était 15h10 ou 20 par là. Et puis je vois la dame, elle est en train de me parler
elle regarde sa montre. Elle me parle, elle regarde sa montre. Elle me parle, elle regarde sa montre. Mais quand est-ce que 15h30 va arriver pour que ce monsieur me lâche les baskets? Oui, il est à 15h20. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il arrive? Il est 15... Elle me parle, elle regarde sa montre. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle comptait le temps. Mais elle ne me servait pas. Donc finalement, ce temps n'a pas compté. Donc elle a compté le temps, mais elle n'a pas fait compter ce temps. Parce qu'elle n'a pas donné à ce temps la valeur qu'il fallait lui donner. Et beaucoup d'entre nous font cette chose, cette erreur. Nous comptons le temps au travail. Nous sommes là 7h30. 13h, on commence à regarder. Ah, dans 2h30, je rentre. Ou dans 1h30, je rentre. Dans 30 minutes, je rentre. Nous sommes en train de compter le temps, mais nous n'avons pas fait compter. Mais quand je me suis fixé un objectif pour la journée, pour la semaine, pour le mois, je ne compte pas le temps, mais je fais compter. Dis à quelqu'un, il faut changer de paradigme. Non, je te donne la permission. Ne sois pas très, sois motivé, émotif. Le dit, il faut changer de paradigme. Il faut cesser de compter le temps. Et il faut commencer à le faire compter. Bien. Alors, prenons un dernier et puis je vais. Là, je suis en train de courir. Alors, se fixer des objectifs également vous permet de découvrir vos forces et vos faiblesses. D'accord? Parce que dans le processus de réalisation des objectifs, on se rend facilement compte de ce qu'on n'a pas pu faire et on peut également identifier la raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Donc, ça nous permet de découvrir nos forces et nos faiblesses. À présent, regardons rapidement les obstacles à la fixation des objectifs. Obstacles à la fixation des objectifs. Le premier obstacle identifié ici à la fixation des objectifs, c'est quoi? La peur d'échouer. Alors, si vous êtes très attentif, vous allez remarquer qui peut imaginer quelle est la stature ou la position de cet homme. Là, c'est juste son visage qui est visible, mais essayez d'imaginer. Vous pensez qu'il est quoi? Debout, assis, couché, marchant? À votre avis? Quelqu'un a dit accroupi. C'est grave. D'autres a dit assis. Intéressant. Pardon? À genoux. Là, alors, je pense qu'il est assis. Regardez. Il est assis. Il n'a même pas encore fait le premier pas. Il a déjà peur d'échouer. Or, ce que vous devez savoir et garder à l'esprit, c'est que chaque fois que vous faites un pas vers l'avant, les difficultés font un pas vers l'arrière. Donc, je décide d'avancer. Je n'ai pas peur. Alors, la peur d'échouer est dans le premier obstacle à la réalisation des objectifs. Dans la plupart des cas, nous voulons écoutez, si vous avez déjà la capacité de le dire, juste de le dire. Il ne s'agit pas de vos compétences, de vos forces, qu'elles soient inhérentes ou apparentes. Non, il s'agit de juste votre capacité de le penser, de le déclarer. C'est déjà une grande partie du chemin que vous avez couvert. Mais très souvent, on n'a même pas le courage de dire, la capacité de dire, de parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'échouer. Donc, la peur d'échouer, je me souviens de ce grand homme qui disait, nos craintes sont des traîtres et nous font toujours oublier ou alors éviter d'entreprendre les choses que nous aurions souvent gagnées. Ça veut dire chaque fois que j'ai peur de réaliser quelque chose, je me suis déjà disqualifié de la possibilité de la réaliser. Donc il faut bannir la crainte, la peur. Il faut se jeter à l'action. Il faut faire quoi? Comment non? Il faut faire quoi? Se jeter à l'action. Et vous savez, pour ceux qui ont souvent écouté, ça veut dire des phrases qui reviennent et qui doivent revenir. Pourquoi? Parce que, un, elles sont sonores et retentissantes. Et de deux, nous devons nous rappeler de ces choses chaque fois et chaque fois. L'échec, par exemple, est une expérience. Je suis actuellement en train d'écrire un ouvrage intitulé Comment transformer vos échecs en succès. Oh, j'ai déjà envie de parler. Alors, écoutez bien. C'est tout un exposé, toute une réflexion profonde sur l'échec. Et c'est pourquoi j'en parle tout le temps. Pourquoi? Parce que l'échec est une expérience que nous faisons pratiquement au quotidien. Et c'est pourquoi chaque fois il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler qu'aucun échec n'est final et aucun échec n'est fatal. Donc il faut éviter cette peur, la peur d'échouer. C'est une peur dévastatrice.
qui peut carrément vous empêcher de réaliser les grands rêves que vous avez dans votre esprit. Et je cite toujours le docteur John C. Maxwell qui a dit, si vous voulez réussir dans la vie, échouez vite. Positif. Si vous voulez réussir dans la vie, échouez vite. Pourquoi? Parce que quel que soit le cas, vous allez essuyer quelques échecs avant d'atteindre le succès. Ok? Je l'ai dit dans le cadre de mes ouvrages lors d'un séminaire, que la vie est comme un bureau où le succès est le patron et l'échec est le secrétaire. Vous allez difficilement rencontrer le patron sans un rendez-vous ou deux avec le secrétaire. Donc préparez-vous à rencontrer le secrétaire au moins 2 fois. Et c'est l'échec. C'est lui qui va vous introduire chez son boss qui est le succès. Et si vous n'êtes pas prêt à passer par le secrétariat, ne vous attendez pas à voir le ministre. Hello. Le deuxième obstacle à la fixation. Regardez, nous parlons de la fixation des objectifs, pas de la réalisation. Nous sommes encore dans la fixation. Donc on peut même avoir peur de se fixer des objectifs. Parce qu'on s'est dit, qu'adviendrait-il si je me fixais cet objectif et je ne le réalise pas? Écoutez-moi bien. Autant mieux se fixer un grand objectif et ne pas le réaliser que de ne pas se fixer d'objectif du tout. C'est le docteur Isaiah Maines qui a dit au jeune Martin Luther King, quand son père l'a mené chez lui, il lui a présenté son fils, il a dit, je veux que tu enseignes à mon fils comment rêver. C'était Martin Luther King père, qu'on appelait Daddy King affectueusement, qui a pris son fils Martin Luther King Jr. et qui l'a mené au bureau du directeur de l'université où Martin Luther King Jr. allait entrer. Et il lui a dit, docteur, mais je ne suis pas venu prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais juste un fragment de ton temps et je voudrais te demander d'enseigner mon fils à rêver. Il est intelligent, il n'a que 15 ans, il va à l'université. Il est brillant, mais il lui manque quelque chose. Il ne sait pas rêver. Docteur May, voudrais-tu enseigner à mon fils à rêver? Et le docteur May a remis au jeune Martin Luther King Jr., à l'âge de 15 ans, une feuille sur laquelle était écrite cette réflexion profonde. La plus grande tragédie de la vie n'est pas de ne pas atteindre nos objectifs, mais c'est de ne pas avoir d'objectif à atteindre. Et cette réflexion a affecté Martin Luther King Jr. 24 ans plus tard, il se tenait quelque part devant la face du monde et il faisait l'un des plus grands discours que l'histoire n'ait jamais enregistré. Ça veut dire que la plus grande tragédie, ce n'est pas de se fixer un objectif et de ne pas l'atteindre, mais la plus grande tragédie, c'est de ne pas avoir d'objectif du tout. Si pour quelqu'un dit, il faut se fixer des objectifs. Deuxième, les tentatives non productives. Voici le deuxième obstacle à la fixation des objectifs. Les tentatives non productives. Alors, de quoi s'agit-il? Vous comptez combien de flèches là? Pardon? Alors, on va compter ensemble, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 fléchettes là. Laquelle d'entre elles a atteint la cible? Ok. Laquelle d'entre elles s'est rapprochée de la cible? Aucune. Aucune n'est ni dans le premier, le deuxième, le troisième cercle. Et voilà autant de tentatives que nous enregistrons souvent. Et lorsque nous avons eu beaucoup d'échecs dans le passé, nous avons peur de nous engager à se fixer des objectifs parce qu'on se dit, on risque d'avoir la même expérience. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient les expériences négatives que j'ai accumulées, je dois toujours continuer d'essayer. Je me souviens sur le groupe de l'école des entrepreneurs, l'un délégué a fait un post assez intéressant. Hello. Hi. Il est important d'intégrer ce fait, bien qu'il soit parfois écrasant. Le succès est un jeu de nombres. Plus j'échoue, plus je me rapproche du succès. Ça veut dire que je ne dois pas laisser les tentatives du passé qui n'ont pas réussi m'affecter ou m'empêcher de me fixer de nouveaux objectifs. Hello. Troisième obstacle, notre environnement immédiat. Oh, une famille intéressante, une famille jolie. Chacun est là. On aime être avec papa, maman, l'oncle, la tante, le cousin, le neveu, l'ami. Et ça nous plaît bien. Et du coup, quand vous voulez vous fixer un objectif, cet environnement immédiat a une façon de vous imposer son rythme. Personne dans cette maison n'a jamais pensé à faire un duplex. Pourquoi tu veux faire un duplex? Pourquoi tu ne construis pas un studio? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu quelqu'un lui dire ça?
Hein? Tu penses toujours comme ça. Pourquoi tu n'achètes pas d'abord une petite voiture? Ok? Notre environnement immédiat. Votre voisin qui est juste à côté de vous. Non, je ne parle pas de vous, je parle de votre voisin. D'accord? Non, je sais que non, toi qui m'écoutes, tu es comment? Tu es motivé, tu es un penseur, tu es. Non, mais je parle de ton voisin. Ok? Donc notre environnement immédiat a une façon de nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de les fixer même déjà. Mais il est important de se libérer de ces trois choses. La peur d'échouer, les échecs du passé et notre environnement immédiat. Alors, il y a également la peur de perdre l'estime des autres. Vous voyez celui-ci? Feel left out. Non, feel left out, c'est une question. La peur de perdre l'estime des autres. Si je me fixe un objectif et je ne le réalise pas, qu'est-ce que les gens diront? Que diront les gens? Ils diront que je me suis fixé un objectif, je ne l'ai pas atteint. Vous vous souvenez lors du séminaire pensée, il n'y a pas de prison pour ceux qui pensent grand. Il n'y a pas de prison. Donc pensez grand. Si ça ne se réalise pas, vous n'aurez rien perdu. On dira quand même qu'il voulait. Votre nom va quand même aussi descendre dans les annales. Hein? On dit, le gars là voulait, il voulait. Hein? Mais si vous n'avez même pas, vous ne pensez même pas grand, vous n'avez pas un grand objectif, on ne se souviendra même jamais de vous. Et qui sait, si comme dans le cas de Martin Luther King, c'est 40 ans après votre mort que votre rêve se réalisera. Que lorsqu'en 1968, il se tient et il dit I have a dream that someday, et il finit de parler de l'égalité qu'il croit possible entre le noir et le blanc, et sachant qu'un jour, les gens ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. 40 ans plus tard, selon la loi des générations, un homme noir entre à la maison noire. Noir. Oui. Ok? Donc pensez, vous pouvez ne pas le réaliser, mais le fait d'avoir fixé un objectif peut inspirer quelqu'un qui après vous le réalisera. Un grand homme a dit, ne dites jamais à un homme que quelque chose est impossible. Parce que peut-être ces choses n'ont jamais été réalisées, parce qu'il fallait que quelqu'un d'assez insensé, qui ne sait pas que c'est impossible, naisse pour se lever. Et ne sachant pas que c'est impossible, il a essayé et il l'a fait. Alors, lorsque nous avons traité avec ceci, la peur de perdre l'estime des autres, la peur, maintenant, quelques principes à respecter dans la fixation des objectifs. Nous allons prendre juste une petite pause. Je ne sais pas si cela vous a été annoncé par la DAF au début, mais aujourd'hui, c'est également la sortie de la deuxième promotion de l'école des entrepreneurs. Je vais souhaiter des acclamations en continu. L'école des entrepreneurs est un programme Diamond Center de 6 mois de formation pour le moment, parce que le temps va s'allonger avec un certain nombre de facteurs. Alors ces 6 mois, c'est tous les samedis, une fois par semaine, de 8h30 à 13h. Cette année, nous avons, après avoir pris la part, après avoir pris la température de comment ça peut se faire, pourquoi il faut que ça se fasse, et comment est-ce que c'est accepté dans la société, c'était l'objectif. Nous avons lancé en grande pompe cette année, et c'est pourquoi cette année nous aurons une seule session de l'école des entrepreneurs et non 2. Parce que celle-ci se veut assez volumineuse. Notre objectif, c'est 50 étudiants. En fait, c'est ce que la capacité que le centre peut prendre maintenant. Et nous sommes en pleine communication et jusqu'ici, nous avons atteint 70 000 personnes déjà dans la communication. Et les inscriptions sont ouvertes. Et la formation commence samedi prochain, le 4 février. Et elle se poursuivra jusqu'au 22 juillet. Qui sera la date de la sortie, le 22 juillet ou le 29.
Oui, elle n'est pas fixée toujours pour d'autres raisons, parce que nous avons ajouté un module pratique à l'école des entrepreneurs qui est initiation à une activité agro-pastorale. Les 4 modules sont comment devenir entrepreneur, technique de recherche et d'obtention des financements. Pour ceux qui montent des projets et qui ne savent pas comment se faire financer, il y a un module à l'école des entrepreneurs qui vous enseigne toutes les différentes formes de financement, tous les différents organismes de financement au Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun. Il y a un expert et le professeur qui enseigne ça, Madame Takucho, qui n'est pas là ce matin, c'est elle qui donne cours. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du montage et de la gestion des projets et du financement des projets. Il y a un cours justement également sur la planification financière stratégique personnelle. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est ce que cet argent peut faire. Parce que comme on le enseigne à l'école, un homme n'est pas riche en fonction de l'argent qu'il a fait, mais un homme est riche en fonction de l'argent qu'il a. Donc on a enlevé le fait. Parce qu'on peut avoir fait beaucoup d'argent et ne peut rien avoir. Vous avez vu les empires financiers qui battent de l'aile et qui vont dans le haut déclin. Parce qu'on n'a pas compris que la gestion financière personnelle d'abord est la colonne de la construction d'un empire financier. Donc on enseigne sur la planification financière et il y a un autre cours intéressant. Les étudiants réagissent toujours quand on parle de ce cours. Le cours sur la vente. Comment développer des techniques efficaces de vente. Et c'est un cours très intéressant, enseigné également par un expert en la matière. Et nous avons ajouté leur promotion à une innovation. C'est pourquoi j'ai dit les 2 premières promotions, toutes les promotions qui allaient constituer le soubassement de ce grand projet de l'école des entrepreneurs. Et on a ajouté donc un module pratique qui était initiation à une activité agro-pastorale, notamment la myciculture, qui est la culture des champignons. Nous allons ajouter comme module à l'école des entrepreneurs, parce que l'école des entrepreneurs se veut pratique. Donc déjà vous êtes invités, très nombreux à vous inscrire. Les inscriptions sont encore en cours et vous allez certainement être heureux et contents d'avoir participé. Les personnes qui sont sorties dans la meilleure promotion ont produit pratiquement, parce que nous leur disons, ce n'est pas le certificat que nous vous donnons qui est la marque de votre formation ou l'attestation de votre formation, mais c'est l'activité que vous créez, soit une AGR, activité génératrice de revenus, soit une entreprise que vous avez créée, que vous avez mis sur pied, qui montre que vous avez appris ce qu'on vous a enseigné. En fait, le diplôme que chaque entrepreneur présente à la fin, c'est l'activité qu'il a créée. Et sur ce, je vais, après avoir présenté certains des enseignants qui sont ici avec nous, inviter 2 d'entre les entrepreneurs, notamment leurs délégués et une deuxième entrepreneur libre, qui vont nous donner un bref témoignage de leur passage à l'école des entrepreneurs. Alors sur ce, je vais vous prendre beaucoup de votre temps. La dernière articulation, qui va prendre juste quelques minutes parce qu'on a donné à chacun 2 minutes, c'est de faire leur témoignage de l'impact de l'école sur leur vie. Je vais commencer par donner à qui le droit, à tous ces noms tout honneur. Le délégué de la deuxième promotion, j'ai nommé Romain. Voilà. Je m'appelle Romain Douala, consultant IT et Télécom. Les entreprises me contactent lorsqu'ils font face à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges. Je leur donne des idées, un plan d'action à suivre pour pouvoir multiplier ou croître leur chiffre d'affaires, suivant le problème qu'ils posent. Donc, mon expérience à l'école des entrepreneurs va se résumer sur 2 points, 2 aspects. Le premier aspect, c'est la motivation. Et le deuxième aspect, c'est l'entrepreneuriat. Premier aspect, la motivation. La motivation me dit quoi? Je vais utiliser le mot en 2. La motivation me dit des motifs pour passer à l'action. Des motifs pour passer à l'action. J'ai suivi quelques séminaires et j'ai fait cours pendant 6 mois avec ces grands messieurs, ces grands gens. Et ce que j'ai retenu, je ne vais pas être trop long, ce que j'ai retenu, c'est une chose. Depuis que j'ai appris
à ne plus blâmer les gens, les autres, à cause des difficultés que je rencontre tant, à cause des petits soucis qu'on a avec le voisin, la voisine. Depuis que j'ai appris ça, j'ai formé moi une petite phrase, je vais vous la lire. Comme je suis le responsable, suivez bien, comme je suis le responsable de ma situation, alors je peux la changer. C'est-à-dire que je commence à accepter que je suis le responsable de ma situation. Et à ce moment-là, comme je suis responsable, ça veut dire que moi-même, j'ai le pouvoir de la changer. Et la changer, le mot c'est passer à l'action. Même si c'est dur, même si c'est... Vous voyez, c'est facile pour moi de parler devant vous comme ça. Mais je fais quoi? Je passe à l'action. Je me dis que je vais y arriver. Comme le président l'a dit, c'est la gestion de la peur. Tu dois pouvoir la gérer, la manager, pouvoir la gérer. Donc, si je peux résumer en termes de motivation, c'est ce que j'ai appris. Passer à l'action sur nos objectifs, tout en ne blâmant personne. Et depuis ça, depuis peu, que j'ai commencé à appliquer ça, parce que ça fait pratiquement 8 mois que je suis disciplinaire, les choses arrivent dans ma vie. Parce que là, je ne vais pas me vanter, je ne vais pas dire ce qui arrive. Mais je vais seulement vous dire que c'est un peu comme s'il y a une main quelque part, un peu comme le principe de l'invisibilité. Il y a une main quelque part, quand tu mets le pied, ça rentre. Quand tu mets le pied, il rentre prochainement. Dernièrement, il y a une situation dans laquelle le pied d'eau, c'est-à-dire que vous voyez la situation dans les dessins animés là, où il est d'eau, comme s'il n'y a pas moyen. Une main qui sort du ciel qui m'a attrapé. Ce qui m'est arrivé dernièrement, ça fait 1 mois. Mon papa m'appelle, me dit que mon gars, j'ai une véritable chance. Je lui ai dit, papa, c'est pas la chance. C'est un principe. Et nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi? Quand tu ignores la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te frappe. Tout simplement. Donc ça veut dire que nous sommes les acteurs de notre vie. Nous sommes les acteurs de notre vie et c'est possible d'y arriver. Bien, concernant l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris à l'école des entrepreneurs, c'est résumé en ces termes. On n'est pas vendeur, mais on le devient. Comme l'a dit. On le devient pourquoi? Comme Thomas Edison l'a dit, le génie c'est les entrepreneurs. Le génie c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Aujourd'hui, quand je pose avec vous, toutes les paroles que vous prononcez, mon cerveau prend ça. Un peu comme mon cerveau, un peu comme mon index, quand ça ange, le cerveau prend il épluche. Ce qui fait que chaque parole, que avec mes paroles dans la vie quotidienne, chaque fois quand je pose avec quelqu'un, je suis les séminaires, le type de journal, au travail, les enseignements, je vois les opportunités en toutes choses. Oui. Je vois les opportunités en toutes choses. C'est vrai que souvent, comme le président l'a dit, on ne peut pas tout faire à la fois aussi. Souvent, tu vois quelque chose qui est bien. Mais bon, à ce moment-là, quand les poches ne sont pas encore, c'est sûr, on va quand même commencer. Et on ne peut pas aussi tout faire à la fois. Donc, du coup, je vois l'opportunité, mais je ne saisis que celles qui sont dans mon champ d'action et celles dont je peux facilement atteindre l'objectif. Surtout si elles sont dans mes objectifs de l'année pour l'objectif du mois en cours. Donc, il était question pour nous de voir les opportunités en toute situation dans notre vie. Et l'entrepreneur a un slogan. On ne cherche pas l'emploi, on ne cherche pas l'emploi, on le... Ça veut dire quoi? Je suis salarié, comme la plupart d'entre vous, même ceux qui ne le sont pas. Mon salaire que je ne touche pas moi, comme l'a dit Robert Kiyosaki, chaque dollar qui passe dans votre main vous donne le pouvoir d'être libre. Chaque dollar. Et maintenant, avec le coût de planification financière qu'on a vu, en le planifiant bien sur le mois, on parvient à faire les économies qui nous permettent d'investir. Même si c'est moins de 5 000, c'est pas petit. On peut demander une activité à 20 000. Donc, en passant à l'action sur nos objectifs, on peut les atteindre. Wow. Voilà ce que nous faisons. Nous poussons les gens à créer, à résoudre des problèmes et non à les multiplier. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Et sur ce, sans perdre du temps, nous allons recevoir le deuxième témoignage qui viendra. C'est entrepreneur Aurélie, et je préfère ne pas beaucoup parler.
Fini. Je vais clôturer. Bonjour mesdames et messieurs. Que dire plus, je ne sais pas. Mais bon, vous l'avez vu tout à l'heure, le président en action, vous avez vu tout ce qu'il a dit et tout. Imaginez cela chaque semaine pendant 6 mois. C'est énorme. Donc voilà, ne soyez pas vexés, mais je me sens privilégiée. Je suis vraiment de faire partie de cette plateforme, de bénéficier de cette connaissance. Et il y a quelque chose que je me dis secrètement, c'est si son cerveau était comme la superficie du Cameroun, c'est qu'on aurait déjà sollicité les pays voisins. Wow. Donc, bon, en réalité, je voyais les choses en grand avant. Je voulais commencer tout de suite grand, je voulais vraiment commencer au sommet de la montagne et tout. Et cette formation m'a permis de comprendre quelque chose. Ça m'a permis de comprendre que le succès, c'est quelque chose qui se construit. Et pour atteindre l'indépendance financière que nous souhaitons tous, c'est de commencer quelque part, de créer quelque chose. Et je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai une marque de vêtements que je porte actuellement. Cette marque s'appelle Trésor d'Afrique. Wow. Il est un peu là. Voilà, donc Trésor d'Afrique qui a pour l'objectif de promouvoir la valeur culturelle qu'on a ici en Afrique autour du pain, le tissu africain et aussi le social, voilà, le bien-être social. Et sur ce, je suis vraiment fière d'avoir tous ces formateurs-là à mes côtés pendant ces 6 mois. Je voudrais aussi saluer le président pour cette initiative. Et Trésor d'Afrique n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Et je conseille à ceux qui sont là de prendre actuellement une photo avec moi pour pouvoir je voudrais vraiment nous remercier aussi notre grand formateur, M. Fodio, et Maman Fodio, qui nous ont accompagnés, qui nous ont appris, qui nous ont poussés, qui nous ont amenés à croire en nous et à essayer d'entreprendre, à cultiver cet esprit d'entrepreneuriat, de vouloir être, de croire en soi. Et vraiment aujourd'hui, on est comblé, on est changé, on est transformé. Et je suis vraiment contente. Et donc j'appelle à tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore passé par cette formation, de s'inscrire très rapidement, parce que c'est très important. Merci. Ils ont tout dit. Et on va juste leur remettre leur... Sans cérémonie, nous faisons comme beaucoup de cérémonies. Donc nous allons juste leur remettre leur parchemin. Mais je vous fais une confidence, et ça, ils ne le savaient pas. En fait, personne ne le savait. C'est la dernière promotion qui rentre avec leur parchemin à la maison. La prochaine promotion, pour ceux qui sont en train de s'inscrire, j'en connais parmi vous déjà, pour ceux qui vont s'inscrire, chaque fois qu'on vous remettra votre parchemin à votre sortie, nous apporterons une déchiqueteuse. Vous prenez votre parchemin, vous faites les photos et vous mettez le parchemin dans la déchiqueteuse et vous repartez les mains vides. Parce que notre objectif, c'est pas vous donner un temps. Entreprise. Voilà une culture que nous avons adoptée pour que vous nous créez
des micros qui ne font pas ça. Okay. Vous prenez le diplôme, vous le mettez dans la déchiqueteuse. On aura toujours une déchiqueteuse à nos sorties, dorénavant. Vous le prenez, vous faites la photo. Donc ce que vous allez accrocher chez vous, c'est pas le diplôme, c'est la photo du diplôme. Le diplôme lui-même. Pour guérir, pour résoudre le problème de la diplômie qui règne dans notre pays, la diplômie, la fièvre du diplôme. Le Cameroun étant le premier pays intellectuel en Afrique, on est tellement axé sur la recherche du diplôme. Et alors, à l'école des entrepreneurs, nous remettons une attestation de fin de formation. Donc, vous êtes chanceux. Vous allez rentrer avec vos attestations aujourd'hui. La prochaine promotion ne pourra pas. Bien. Alors, ils sont 5, comme je l'ai dit. Et une, entrepreneur Aïssa et son n'a pas pu être là. Et même si vous avez fini l'école du Ngomna, venez, nous vous enseignons comment créer le money. Et si vous n'avez même pas fait l'école du Ngomna, venez, on vous enseigne parce que l'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Ok? Alors, je vais appeler le délégué entrepreneur Paul Romel Douala et qui lui sera remis par M. Fodjo. Où sont les invités? Voilà, il prend son... Merci pour les photos. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Bien, merci. Ensuite, bon, c'est pas par ordre de mérite. Hein. Quand vous aimez les moyens, il y a combien, il y a les moyens. A plus, B moins. Alors, deuxième, donc, qui est là, entrepreneur Armel Douala, qui sera remis par Madame Fodjo. Continuez d'applaudir, continuez d'applaudir. Bien, alors, je vais appeler la troisième personne, entrepreneur Aurélie Massera, qui viendra prendre et son attestation lui sera remise par Dr. Paul. Je vous dis, s'il vous plaît, c'est la première chose que je vais vous dire maintenant. On continue d'applaudir. Oui, trésor. Non, reviens. On n'a pas. Vous savez, elle est. Non, elle n'est pas timide. Elle a l'air. Parce que quelqu'un qui crée le genre d'entreprise, qu'elle a ce n'est pas. Comment peut être timide de créer ça? Vous avez entendu ses propos quand elle a commencé? Ça m'a jeté par-dessus bord. Que si le cerveau de quoi était l'Afrique allait faire quoi de quoi? C'est à la maison qu'elle veut comprendre la situation. J'ai demandé à Dr. Poué que j'espère que tu as noté. Après, il a essayé de dire, il fait 3 jours pour comprendre ce que ça voulait dire. Ok? Et c'est ça, elle est très profonde hein, et très intelligente. Donc, mais comme elle n'a pas bien montré, quelqu'un a même dit que mais tout le temps on voit. Donc, normalement, quand tu fais, tu marches. Allez, on y va. Oui. Et vous savez comment vous connectez à Trésor d'Afrique? Iwoko, c'est complet. Non, vraiment, vous avez fait du bon. Moi, je suis surpris. Hein? Donc, j'ai l'un de mes mentors ici qui va se charger de remettre. Je vais vraiment lui demander de venir pour remettre le certificat à entrepreneur Georgette Mirabel Mani. J'ai appelé M. Makia Vincent. Continuez d'applaudir.
Merci, merci, merci.